Du coup, les gens, ils ont aimé la dernière. Ah, mais c'est quoi ça? Ça fait quoi ici? Ah, elle, c'est Harmony Rockefeller. Je me suis dit que comme toi, t'avais un renard nommé Firefox, moi j'ai bien le droit d'avoir une licorne. Voilà, c'est comme ça. Moi j'ai une licorne, toi tu as un renard. Chaque jour, l'univers étendu de Graph Corp s'étend de manière exponentielle et menace de détruire notre réalité. Abonnez-vous à la chaîne. Bon du coup, les gens, ils ont aimé la dernière vidéo. Vrai ou non vrai? Bon alors là, sur le chat, il y en a qui disent que c'était rigolo, mais qu'ils n'ont pas tout compris. J'avoue, c'était bizarre les 11 étapes pour entrer dans ta secte, là. Impossible, mes vidéos sont parfaites. C'est toi qui es bizarre. Bizarre? Non, c'est lui qui est bizarre. Bon alors du coup, avec la team marketing Graph Corp, on s'est dit qu'on pourrait faire un rappel de la définition de la sémantique, puis de la définition de la sémantique générale, puis enfin lancer un générique d'ouverture complètement hors sujet. La sémantique, c'est une discipline qui s'intéresse au sens d'un énoncé, notamment à travers les combinaisons d'unités linguistiques. De manière étendue, c'est aussi une logique d'interprétation du sens et de la signification d'un discours. Ah, et la sémantique générale, c'est comme la sémantique, mais en plus général. En fait, ça n'a rien à voir. La sémantique générale est une méthode d'évaluation, une forme de pensée inventée par Alfred Korzybski, Makleski, Alfred Korzybski, orthodoxe. Une forme de pensée inventée par Alfred. Korzybski. Il constate que le langage et la forme de pensée aristotélicienne utilisée par les êtres humains de son époque affectent la transmission du savoir. En théorie, la sémantique générale se superpose aux langues afin d'améliorer les communications et de pacifier l'humanité. Non mais t'as vu la dernière vidéo, sérieux? Mais bien sûr, je te fais marcher, je connais parfaitement ce que c'est, la sémitique générale. Eh bien c'est parfait, c'est super, tu es un champion. Alors du coup c'est toi qui vas faire la vidéo d'aujourd'hui. Voilà les clés de la caméra. Firefox, c'est 3 cacahuètes pour le dîner. J'ai dit 3 cacahuètes. Mais une caméra, ça n'a pas de clé. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Harmony, fais péter le générique. From the dustiness a looming shadow grows, hidden in the branches of a poison creosote. She twines a spine up slowly toward the boiling sun, and when I touch her skin, my fingers run with blood.この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Bon, on dit qu'on fait ça. Lorsque j'ai commencé mes recherches, ce que j'ai trouvé décrivait la sémantique générale comme une méthode d'évaluation dans la vie de tous les jours, certes, mais comme une sorte de méthode de développement personnel à rajouter des fleurs, l'esprit zen et des micro-siestes. Et surtout, n'oubliez pas de sourire, c'est important de sourire. Plus sérieusement, quelles étaient les ambitions de son fondateur? Alfred Korzybski est d'origine polonaise. Né à Varsovie en 1879, il arrive en Amérique du Nord comme officier de liaison de l'armée russe en 1916 et décide d'y rester. Il y décède en 1950. Il publie en 1921 Mainhood and Humanity, où il relie la tradition positiviste notamment du mouvement Jeune Pologne. Qu'est-ce que le positivisme? Ce mouvement se situe dans la continuité de la raison issue des Lumières. Le terme a été popularisé par Auguste Comte au milieu du XIXe siècle. Pour lui, seules les choses expérimentées ont une valeur universelle. La méthode empirique doit donc servir à poser des lois scientifiques universelles progressivement. La science étant pour lui
purement descriptive et non causale, et ne recherche pas les causes. C'est donc l'idée d'un progrès humain perpétuel, positif, vers plus de rationalité scientifique. Par extension, cette philosophie s'inscrit dans un autre mouvement qu'on peut qualifier de scientisme, péjorativement lié étroitement à l'euphorie des révolutions industrielles. L'idée se répand à l'époque que la science est la seule connaissance véritable permettant de décrire complètement la réalité et d'accéder à la nature intime des choses, par opposition à la métaphysique par exemple. Pour comprendre le monde, les sciences expérimentales priment alors sur toutes les autres formes d'interprétation. Voici comment Alfred Korzybski définit l'humanité. Comme les animaux, les êtres humains possèdent la capacité de lien spatial, mais, bien au-delà, ils possèdent une capacité des plus remarquables qui leur est entièrement spécifique. J'entends la capacité de résumer, de digérer et de s'approprier les travaux et l'expérience du passé. J'entends la capacité d'utiliser les fruits des travaux et des expériences passées comme un capital intellectuel et spirituel pour les développements du présent. Et comme l'humanité est précisément ce magnifique agent naturel par lequel le passé vit dans le présent et le présent pour le futur, je définis, dans le langage universel des mathématiques et de la mécanique, l'humanité comme la classe vivante capable de liens temporels. Selon lui, un lien chimique définit les végétaux tandis qu'il s'agit d'un lien spatial pour les animaux auquel vient s'ajouter un lien temporel pour les êtres humains. Ce qui fait de ce lien temporel le plus petit dénominateur commun pour être humain. Il comprend l'humain alors comme un animal temporel. Il fait de la science la forme la plus aboutie de ce lien puisqu'il s'agit de l'accumulation et de la codification progressive, par des ouvrages de connaissances humaines à valeur universelle issues de l'expérience, par démarche empirique. Il en déduit que l'obstacle principal à l'évolution humaine, c'est le langage et par extension les moyens de communication. Par exemple, ce qui expliquerait la différence entre d'autres sociétés animales et l'être humain, c'est les possibilités d'apport de connaissances permises par le caractère particulier du langage de l'homme qui permettrait de transmettre plus d'informations et d'ordre plus variés. Ce qui est discutable car ça n'explique pas l'apparition de ce langage. Cette transmission est intergénérationnelle et donc dépend du passé. Donc il est nécessaire que plusieurs générations se côtoient dans la même société, du moins au début. Ensuite, cette expérience de l'accumulation de connaissances est intériorisée à tel point que l'être humain à titre individuel considère ça normal de s'instruire, de rechercher, voire d'accumuler de la connaissance inutile entre guillemets pour la survie ou pour lui-même, par simple curiosité en somme. Ok, c'est un peu compliqué tout ça, alors voilà une pause de 10 secondes avec une musique rigolote pour tout digérer. Néanmoins, comme il l'a souligné de nombreuses fois, nos langages sont limités dans de nombreux domaines, notamment dans la compréhension des réactions humaines. Au lieu d'une langue parfaite, ce qui est impossible, Korzybski s'oriente vers l'idée d'un langage adapté aux réactions cognitives, qui pacifierait l'humanité en facilitant la compréhension entre individus. Dans Science and Sanity, publié en 1933, il développe la sémantique générale, un système d'évaluation non aristotélicien. Au lieu de créer une nouvelle langue universelle qui elle aussi aurait des failles, il propose un système de compréhension individuelle qui se superposerait au langage. Et c'est ainsi qu'en 1938, il fonde un institut de sémantique générale à Chicago. Bref, revenons à la science-fiction. Dans les années 1930, John W. Campbell, rédac-chef de la revue Analog Science Fiction and Facts, plus connu sous le nom de Astonishing Stories, décide d'encourager ses auteurs à développer les avancées technologiques et leurs conséquences dans leurs histoires. L'un des premiers auteurs à s'intéresser à la science-fiction est Robert Heinlein, qui publie dans la revue depuis 1938. Ce dernier est l'invité d'honneur de la Worldcon en 1941, la World Science Fiction Convention, qui est tenue par la World Science Fiction Society. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notamment ses membres qui désignent le prix Hugo. Sinon, c'est une convention de science-fiction et ipso facto. Séances de dédicaces, cosplay, musique, etc. Robert Heinlein fait un discours devant les fans de la Denvention, terme qui désigne les éditions de la Worldcon qui ont lieu à Denver dans le Colorado. Ce discours est en fait une ode à Korzybski, où il le décrit comme un génie de son temps, un nouvel Einstein.
Il rencontre à l'occasion de cette convention deux autres personnages que sont John W. Campbell, que nous avons vu, et L. Ron Hubbard. Le premier est complètement fasciné par la discipline, tandis que le deuxième s'intéresse plus aux aspects de développement psychologique. C'est à partir de cette période que John W. Campbell commence à orienter ses auteurs vers la sémantique générale, tels que Isaac Asimov ou Alfred Elton von Vogt. Quant à L. Ron Hubbard, il déménage chez son ami Robert Heinlein, puis chez le voisin de celui-ci, Marvel Whiteside Parson, dit John Jack Whiteside Parson, ingénieur et pionnier dans la propulsion spatiale, et entre autres, mage de haut rang dans l'ordre de Thelen d'Aleister Crowley, et aussi responsable de la branche californienne de l'Ordo Templis Orientis. Hubbard devient l'assesseur de Jack, puis part avec sa femme et ses économies. Après son départ, Hubbard maintient une correspondance avec Heinlein, où il décrit son futur roman qu'il annonce comme révolutionnaire. D'ailleurs, il continue d'y développer sa propre science, et il commence à y rajouter des facultés psychiques. Faute de trouver un éditeur assez fou pour publier une version entière de sa science hubbardienne, qu'il envisage de nommer perceptique, il parvient néanmoins à faire publier une sous-partie qu'il nomme dianétique. Ce n'est bien entendu pour lui plus une vulgarisation de la sémantique générale, mais bien un approfondissement, une science entière où il y a une sémantique générale adaptée à chaque canal de la perception. La Dianétique est un immense succès de librairie. Plus de 150 000 exemplaires sont vendus en 1950. Au total, des dizaines de millions d'exemplaires sont vendus dans toutes les langues. Un institut de recherche en dianétique est fondé dans la foulée, et si Robert Heinlein refuse une position éminente au sein de la fondation, John Campbell siège parmi ses administrateurs et Alfred Elton von Vogt préside la branche californienne. La dianétique est très critiquée par la communauté scientifique qui y voit de belles promesses sans aucun fondement ou preuves empiriques. De plus, des erreurs de gestion importantes achèvent la fondation qui décline. Ron L. Hubbard s'en éloigne en 1952 pour fonder un Hubbard College et une nouvelle discipline, la scientologie. Celle-ci, en plus de prôner l'élévation individuelle humaine, en se revendiquant de la dianétique, le bonheur humain, la paix dans le monde, comme la sémantique générale, plonge dans l'occulte. Il y a désormais des grades, un mythe fondateur, des références plus ou moins directes à la fiction comme le mythe de Xenu, l'existence des extraterrestres, une forme de mythe des anciens astronautes, et j'en passe. Ainsi, la scientologie sépare le monde en deux catégories, les éclairés d'une part, classés en grade du plus ou moins illuminé, et les autres. La question qui se pose, c'est quelle part de responsabilité attribuer à la sémantique générale et à son essence. Une grande part des tenants de cette discipline a quand même suivi l'aventure hubbardienne, même si une part, certes plus petite, a quand même tenu à prendre ses distances publiquement. Oh, même le plus brillant de nos scientifiques peut parfois se tromper, oui. Vous pouvez comprendre le Oui, scepticisme que j'éprouve. oui. Autrement, il n'y aurait que des positifs et pas de négatifs, et donc aucune charge, nous en avons besoin. La vraie science, par définition, encourage la divergence d'opinion, C'est n'est-ce pas? pourquoi nous recueillons autant de données. Autrement, ce serait la volonté d'un seul homme, ce qui est la base d'une secte. Peut-on déjà déceler une source d'équivoque dans l'énoncé même de la sémantique générale? Cette problématique avait déjà fait l'objet de deux formes de réflexion. D'une part, Korzybski, qui mettait en avant sa volonté universelle moins centrée sur la réussite individuelle que collective, et d'autre part, Robert Heinlein, qui s'interrogeait sur les dangers d'une hypothétique séparation fonctionnelle du monde entre ceux qui ne savent pas et ceux qui savent. Korzybski avait déjà alerté sur cette idée de manière bien antérieure. Si j'avais enquêté sur le langage, la pensée, je n'aurais écrit qu'un livre de psychologie de merde. Contrairement à une bonne partie de ce qu'on peut trouver sur le net avec des recherches de surface, ce qui domine dans l'interprétation de la sémantique générale, c'est malheureusement l'accomplissement personnel ou la réussite individuelle. Franchement, c'est effrayant, ils mettent des fleurs en gros plan partout, on dirait du self-made man à la Napoleon Hill. Tandis que Korzybski, lui, avait une réelle volonté scientifique et universelle. Aussi discutable soit-elle. J'ai d'ailleurs tourné la précédente vidéo en ce sens, où on peut avoir l'impression que la sémantique générale est une sorte de potion miracle à l'accomplissement de soi. C'est une thématique intéressante sur laquelle nous reviendrons. Pour ce qui est du second point, il engage une réflexion séculaire. Ce que propose la sémantique générale à travers son enseignement, et dont l'effet est amplifié avec la dianétique et poussé à l'extrême par la scientologie, c'est l'idée de séparer temporairement l'humanité en deux groupes, les éclairés, ceux qui savent, et les autres.
De même, cet effet est amplifié par le caractère opératoire de la science, c'est-à-dire l'apprentissage personnel nécessaire et les modifications comportementales directes. Soit l'enseignant, l'apprenant et l'autre. Celui qui ne sait pas devient alors inférieur à celui qui sait, ce qui crée un rapport de savoir, de pouvoir et donc une élite. Cette tentation de surhomme se caractérise par une sensation grisante de supériorité pour les heureux élus qui savent, ne sont plus des moutons et considèrent les autres comme inférieurs, voire comme une branche inutile de l'humanité. Cette même sensation est entre autres, mais pas seulement, l'attirail des sectes et des conspirationnismes. On peut par exemple penser à l'effet de révélation qui consiste à mettre en valeur des phénomènes réels ou des institutions peu mises en valeur, voire volontairement oblitérées dans les médias de masse pour les charger de tous les maux de la société. Avant d'aller plus loin, quelques rappels sur le surhomme. On se méprend souvent sur le concept de surhomme nietzschéen, en le situant à l'origine de l'approfondissement des logiques d'élitisme et de hiérarchisation des êtres qui ont structuré les modèles des sociétés fascistes, notamment dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Deux raisons nous amènent à nuancer tout cela. D'une part, la confusion autour du concept. Dans l'idée originelle, il s'agirait d'une recréation spontanée de l'homme, soit d'un pas vers l'inconnu, hors du lien temporel constituant nos existences. Donc difficilement concevable pour un être humain. De plus, Friedrich Nietzsche n'a jamais eu le temps de préciser sa pensée. D'autre part, il s'agit d'un terreau fertile, spécifique au nazisme sur lesquels ces idéologues ont su accommoder leur discours. En effet, le fascisme réalisé, régime mussolinien, ne semble pas s'être intéressé au sujet, se restreignant à une gouvernance beaucoup plus pragmatique. Tandis que le régime hitlérien a tenté de faire corps avec l'idéologie, la voulant comme seul horizon de l'homme et allant jusqu'aux expériences d'eugénisme. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je mettrai des liens dans la description là, bon quelque part par là, en bas là. Allez, va dans la description, c'est bien la description. Au-delà de cette caricature facile, je ne compare en aucune sorte les dégâts de la scientologie à ces régimes politiques. Il faut souligner que cette ambition d'ordre nouveau est en contradiction complète avec l'idée de Korzybski. Il y a une volonté de rompre avec le passé en niant le lien temporel. Pour approfondir la réflexion, l'ASF aborde régulièrement le thème du langage. Il est vrai que celui-ci constitue l'essence même du récit. Que ce soit l'une des fondations d'un totalitarisme comme dans 1984 de George Orwell, pour donner une ampleur scénaristique à l'univers comme le langage Klingon dans Star Trek, communiquer avec des extraterrestres comme dans le film Premier Contact, ou même dans la fantasy. L'exemple le plus célèbre étant l'univers de Tolkien ayant été conçu avec pour principal objectif d'illustrer ses inventions linguistiques et grammaticales. L'une des spécificités de la sémantique générale, c'est qu'elle n'est pas issue d'un chercheur en sciences sociales, mais bien d'un ingénieur plus habitué au milieu des sciences dures telles que les mathématiques. Cela peut en partie expliquer la fascination qu'elle a eue sur les écrivains de science-fiction, confrontés à une nouvelle approche de la communication qui n'est pas issue d'un milieu universitaire de la linguistique. On peut formuler une autre hypothèse. Les sciences dures n'appellent pas les mêmes raisonnements et méthodes d'expérimentation, ce qui influe sur la vulgarisation, que les sciences sociales. Elles se considèrent généralement plus objectives puisqu'elles ne semblent pas toucher l'humain directement. Elles ont souvent tendance à ignorer leurs propres biais. Par exemple, on ne fait pas de recherche sur ce que l'on ne suppose pas et on ne suppose pas ce que l'on ne peut pas penser. Peut-être une partie des dérives de la dianétique et de la sémantique générale s'explique par ce manque de recul. D'autre part, la sémantique générale a subi un rejet d'une majorité d'universitaires et de chercheurs en sciences sociales, ce qui témoigne d'un mépris pour ce qui ne vient pas spécifiquement du milieu et n'a pas été validé par les pairs. Des chercheurs répondant à la dianétique dans leurs revues spécifiques n'ont pas eu un grand effet sur un public lisant d'autres revues, d'autant plus si ce même public est traité avec un tel mépris. On peut dresser un parallèle entre la séparation de facto que crée la dianétique au sein de l'humanité et celle que le monde de la recherche entretient avec les organes de médiatisation de masse ou pour les masses jugés moins sérieux. Ils entretiennent par là la montée des pseudosciences qui ont alors tout le champ d'action dans les autres médias puisqu'ils n'y ont pas d'opposition crédible. Actuellement, que reste-t-il de la sémantique générale pour ceux qui s'en revendiquent? Comme l'on a vu, quelques cours et études universitaires et une poignée de mauvaises interprétations. Au-delà de ça, la sémantique générale a été bien loin d'accomplir son destin prodigieux. À vrai dire, elle a été largement dépassée. Pourtant, il en reste encore quelques applications pratiques non dénuées d'intérêt comme en pédagogie. Aujourd'hui, les études psychosociales ont bien avancé dans les domaines comportementaux, mais certaines propositions de la sémantique générale restent pertinentes. Personnellement, quand j'avais lu la postface ambitieuse, sinon un peu prétentieuse d'Alfred Elton von Vogt au Mondea,
qui explique la sémantique générale et détaille quelques éléments de psychologie sociale, cela m'a fait penser à des explications que j'avais déjà vues sur la chaîne du hacking social. Le hacking social, par exemple, veut fournir des outils de compréhension et d'analyse au grand public avec pour objectif une meilleure compréhension du monde et des structures, donc des biais. L'idée est avant tout de protéger l'individu face aux structures liberticides et opprimantes. Tandis que la sémantique générale se focalise sur le langage et prétend créer un système complet qui transformerait notre façon de communiquer et qui aurait des conséquences globales. Le tout en ignorant les influences des autres structures et de l'infrastructure de production. Je ne pense pas que depuis le début, la sémantique générale ait été condamnée à l'échec. Mais croire avoir le pouvoir de changer le monde tout en niant les structures sociales et les rapports de production, ce n'est pas seulement faire le travail à moitié, c'est aussi se priver d'une partie du tout, limiter la portée de son action, et risquer de voir ses efforts réduits à néant. Et cela ne se limite pas à la sémantique générale. Toutefois, et pour paraphraser une fois de plus le propos d'Éric Pichol, la sémantique générale a donné lieu à une des réflexions linguistiques les plus ambitieuses, d'autant plus qu'elle n'a pas émergé du milieu traditionnel d'études linguistiques. Elle a constitué un terreau fertile pour les imaginaires des écrivains de SF. Ceux-ci, le livre de Van Vogt en est le meilleur exemple, se sont montrés capables de s'emparer du sujet, de le vulgariser et de le populariser pour finalement tenter de l'appliquer concrètement. Pour le meilleur et pour le pire. Plus de chance avec celui-là, je t'embrasse très fort, Diane. Youhou! Et ben voilà. Alors je sais que Dis donc, a été pas mal ta vidéo pour un amateur. Oh, moi tu sais, je me suis contenté de lire le script que tu as écrit. Quoi? Quel script? Comment ça? C'est pas...闇深く響く地獄の足音模様の下眠